Il y a une dizaine d'agents infectieux, de microbes, que ce soit des virus, des parasites et une bactérie, qui sont vraiment associés de façon causale avec un lien étiologique. On est certain que c'est cet agent infectieux qui donne un cancer particulier. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé. Bonjour, bienvenue à Votre Santé de l'été avec mon invité Antoine Gessin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut Pasteur où vous dirigez l'unité de recherche épidémiologie et physiopathologie des virus oncogènes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que je m'intéresse aux virus qui donnent des cancers, de façon générale, un peu leur distribution, leur fréquence, les maladies associées, où est-ce qu'on les trouve, quelles sont leurs origines, ce genre de choses. D'accord, ça c'est vous. Et vous publiez Microbes et cancers, les liaisons dangereuses chez Odile Jacob. C'est un livre d'aventure scientifique, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Absolument, parce que j'ai voulu écrire là, comme je fais pas mal de cours, j'enseigne et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et j'aime bien aussi parler et discuter un petit peu des aventures scientifiques des hommes et des femmes qui ont vraiment participé à ce type de découvertes, qui ont eu des conséquences très importantes pour la santé de nos concitoyens actuellement. Alors, ces hommes, ces femmes, souvent oubliés par l'histoire, au début complètement moqués, pas crus, pas calculés. C'est ça qui est incroyable, de voir que souvent les génies au début sont sous-considérés. Et aujourd'hui, vous les réhabilitez. Alors, vous avez, et vous proposez dans votre livre des histoires de découverte des liens entre les microbes et les cancers chez l'homme. Et vous en avez sélectionné quelques-unes parmi toutes celles qui existent. Qu'est-ce qui vous a prédestiné à choisir une histoire plutôt qu'une autre ? Alors en fait, il y a une dizaine d'agents infectieux, de microbes, que ce soit des virus, des parasites et une bactérie, qui sont vraiment associés de façon causale avec un lien étiologique. On est certain que c'est cet agent infectieux qui donne le cancer, un cancer particulier. Et donc j'ai choisi ceux où vraiment le lien de causalité était très très fort. On n'avait pas besoin de discuter parce qu'on considère actuellement qu'il y a beaucoup d'associations entre des agents infectieux et des cancers. Mais la causalité, l'étiologie n'est pas démontrée, donc on peut dire beaucoup de choses, mais là on était quasiment sûr qu'il y avait ce lien, donc c'est surtout ça que j'ai voulu développer ici. Comment considérez-vous votre sujet ? C'est un sujet neuf ? C'est un sujet qui fait consensus ? Ou c'est un sujet un peu casse-gueule ? Alors c'est un sujet qui est à la fois ancien, comme vous l'avez dit, parce que ça remonte à 1900. Voilà, ça fait longtemps que dans le domaine, en particulier dans le domaine des modèles animaux, donc pas chez l'homme, mais dans d'autres modèles, on savait qu'il y avait des virus en particulier qui pouvaient donner des tumeurs. Le plus bel exemple, c'était les virus qui sont associés aux verrues, les verrues vulgaires là, qu'on peut avoir sur la peau. Donc on savait qu'il y avait des virus qui étaient associés à ce type de tumeur, mais ce n'étaient pas des cancers. Et puis en gros, depuis le début du siècle dernier, donc 1900-1910, il y a pas mal de chercheurs, surtout américains, mais d'autres groupes aussi anglais, qui ont bien montré qu'il y avait des liens assez solide, mais il a fallu quand même beaucoup de temps pour que ça rentre dans l'esprit de la plupart des médecins, des scientifiques et des chercheurs, et on peut considérer que jusqu'aux années 1960, vraiment, on parlait plutôt, comme je l'écris dans le livre, de virus associés à des rumeurs humaines et non pas à des tumeurs humaines. On parlait plus de rumeurs plutôt que de tumeurs vraiment associées, et c'est 1960, 1965, cette période-là où il y a eu plusieurs découvertes qu'on peut discuter un petit peu plus tard, mais c'est vraiment à ce moment-là que les liens entre les agents infectieux et les cancers chez l'homme ont été bien démontrés et ça a permis de faire des progrès considérables, on va le voir au niveau du diagnostic, la thérapeutique, pas mal de choses comme ça. Et ce que vous expliquez très bien dans votre livre, c'est que démontrer un lien de causalité, c'est complexe. Oui, c'est assez difficile. Pour vous donner juste quelques exemples, certains des virus dont je parle dans le livre, comme le virus d'Epstein-Barr, il y en a d'autres, sont des virus en général qui sont très fréquents dans la population humaine. Deuxièmement, il y a très peu de gens, parmi les gens infectés, qui vont développer des virus, peut-être qui vont développer des cancers, peut-être 1 sur 100 ou 1 sur 1000, voire 1 sur 10 000. Donc il y a pas mal de gens qui ne croyaient pas qu'il y avait un lien comme ça. Il y a aussi des cofacteurs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être simplement infecté par un agent infectieux, il faut aussi vivre dans un environnement où il y a des cofacteurs. Ça peut être des pesticides, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être l'aflatoxine, c'est quelque chose qui est fabriqué par des
des micro-organismes quand on mange des cacahuètes, par exemple. Et mais tout le monde est un peu d'accord avec ça. Vous voyez, aujourd'hui, les gens disent oui, ça donne le cancer. Maintenant, progressivement, mais il a fallu quand même les années 80-90 pour que les liens soient vraiment bien démontrés et qu'on ait des applications. C'est ça qui importe. C'est d'avoir des applications comme la vaccination, dont on peut parler, par exemple, pour l'HPV, les papillomavirus. Ça, c'est vraiment des choses qui maintenant rentrent dans le domaine de la médecine. Et donc, finalement, quand on veut démontrer ce lien de causalité, c'est un peu l'histoire de votre livre, savoir comment on est passé peut-être d'une intuition et de ce qu'on appelle la sérendipité. Alors ça, c'est vraiment un mot important, sérendipité. La sérendipité, c'est un peu la conjonction du hasard heureux. C'est-à-dire que c'est l'intelligence que peuvent avoir des personnes quand ils font une observation inattendue de son utilité au niveau pratique. Et en pratique, c'est quelque chose qui a été extrêmement important et qui est de tous les jours dans le domaine de la recherche, aussi bien médicale, scientifique et plein d'autres, dans le cadre de plein d'autres découvertes. Donc la sérendipité, c'est très important. Et en fait, dans ces découvertes-là, dans la dizaine d'histoires que je raconte dans le bouquin, en fait, il y a 4 ou 5 cas où la sérendipité était tout à fait typique. Et l'autre catégorie de chercheurs ou de scientifiques, des hommes ou des femmes qui essayent de trouver ces liens, c'est plutôt ce qu'on appelle en anglais hypothesis driven, c'est-à-dire que les gens considèrent que dans cette tumeur, il y a probablement un agent infectieux et ils essayent de le chercher. C'est tout aussi difficile de chercher ce genre de choses que de découvrir quelque chose un peu par hasard en sérendipité. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup d'exemples là-dedans, 4 ou 5 chacun, qui sont extrêmement différents de par leur mode de découverte. Alors à l'époque, on ne disait pas sérendipité. Oui. Mais c'est vrai que la sérendipité, il faut être, c'est un état d'esprit, il faut être capable de l'accueillir. Absolument, c'est la découverte classique de Fleming avec les antibiotiques. Mais il y a plusieurs cas comme ça. Il faut absolument avoir l'esprit ouvert. Je vous ai dit, la conjonction du hasard heureux. Il faut avoir vraiment... Pasteur disait que la chance-souris a l'esprit prêt. Justement, il faut être prêt pour pouvoir accueillir cette curiosité un peu étonnante qui peut favoriser par la suite une découverte non négligeable. Pas toujours évident, il y a beaucoup d'exemples où les gens ne voient pas ça et c'est redécouvert par la suite. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple vous diriez qu'on sait beaucoup de choses ou peu de choses sur le lien entre les microbes et les infections qui sont les causes des cancers ? Alors je pense que sur la dizaine de cas où vraiment le lien de causalité, l'étiologie est démontrée, on sait beaucoup de choses et on a été même dans certains cas jusqu'à une thérapeutique ou une vaccination. Donc si on arrive à vacciner contre un agent infectieux et on fait diminuer l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer par an ou dans une population donnée, je trouve qu'on a fait un peu le tour. On sait quasiment tout, quoi. On sait comment ça marche, on sait quel est l'agent infectieux, on sait soit le traiter, soit le prévenir, soit faire une vaccination. Alors dans d'autres cas, malheureusement, on n'a pas atteint la thérapeutique, on n'a pas atteint la vaccination, et c'est plus complexe. Et en plus, très probablement, beaucoup de gens pensent, dont moi et d'autres, qu'il y a d'autres agents infectieux qui sont associés à d'autres cancers. Des cancers que l'on connaît. Par exemple, il y a des gens qui considèrent que dans le cancer du sein, dans quelques formes du cancer du sein, on pourrait avoir un agent infectieux, ce genre de choses. Alors ça, ils sont en train de travailler là-dessus. Vous parliez de ce virus avec le nom barbare, là, comment il s'appelle ? Il y en a plusieurs. Il y a Epstein-Barr virus, par exemple. Epstein-Barr, par exemple, oui. Voilà. Exactement, parce qu'il a été découvert par quelqu'un qui s'appelait Epstein et une autre personne qui s'appelait Barr. Il serait impliqué dans le cancer du sein, c'est ça ? Il y a des travaux là-dessus. Il y a beaucoup de travaux. Il y a des travaux là-dessus. Voilà, il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux qui montrent une association, c'est-à-dire qu'on a tendance à trouver dans une tumeur, dans les cellules de la tumeur ou dans l'organisme de la personne, un virus donné ou quelques virus donnés. Mais comme vous l'avez bien dit, et moi aussi, si j'ose dire tout à l'heure, montrer le lien est quelque chose souvent difficile. Pour ça, il y a pas mal d'arguments, mais en gros, il faut souvent des études dites prospectives, c'est-à-dire qu'il faut suivre un certain nombre de personnes. Ça peut être des milliers de personnes, par exemple pour le lien entre le virus de l'hépatite B qui donne la classique jaunisse, mais qui dans quelques cas peut donner un cancer du foie. Il a fallu suivre pendant par exemple 10 ans ou 15 ans des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes pour voir que ceux qui développaient des cancers du foie, c'était uniquement quasiment ceux qui avaient été infectés précédemment par le virus, alors que ceux qui n'étaient pas infectés par le virus ne développaient quasiment pas de cancer du foie. Donc ça, c'est très important. Et donc c'est très long, parce qu'il faut des études
pour montrer le lien de causalité souvent longue et prospective. Mais il y a aussi des modèles animaux, il y a aussi d'autres mécanismes qui permettent d'aller plus vite pour essayer de démontrer ce lien. Mais les enquêtes épidémiologiques à long terme, c'est de loin ce qu'il y a de mieux parce que c'est vraiment la vraie vie. C'est ce qui se passe dans la réalité des personnes infectées. Il faut combien de temps pour développer un cancer ? Alors, de façon générale, on peut avoir des cancers qui se développent très rapidement. Alors, quand vous dites très rapidement, en termes de cancer... Ça peut être, disons, quelques mois ou quelques années. Par contre, dans le cas des agents infectieux, des microbes qui donnent des cancers, dans la plupart des cas, c'est long, voire très long. Un virus que je connais bien, qui a un nom un peu barbare, qui ressemble un peu au virus VIH, mais qui est bien différent, qui s'appelle l'HTLV1, un rétrovirus. Globalement, les gens qui développent des cancers, qui sont des leucémies, des cancers du sang, associés à ce virus de façon causale, le développent en gros entre 40 et 70 ans. Et ils ont quasiment tous été infectés par l'allaitement de leur maman qui est infectée. Ça veut donc dire qu'il faut entre 40 et 70 ans pour que le cancer se développe, mais dans ce cas-là, il se développe dans à peu près 5% des cas. 5%, c'est beaucoup des gens infectés. Contrairement, par exemple, je sais pas, le virus de l'hépatite B, par exemple, qui donne la jaunisse classique, il y a peut-être une personne sur 1000 ou une personne sur 10 000 qui va développer un cancer. Les autres, ils vont guérir normalement. Donc vous voyez, c'est assez délicat parce qu'il faut du temps. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aussi voir sur quelle échelle on travaille. Exactement. Dans l'état actuel de ce qu'on sait aujourd'hui, les virus seraient responsables de quel pourcentage de cancer dans le monde ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce que c'est 5%, 10%, 20% ? Oui, on a des idées assez précises, donc je sais pas si je peux vous en parler 2 minutes. Si vous voulez, en gros, dans le monde actuellement, il y a à peu près 20 millions de cancers par an qui se développent dans le monde entier. Il y a à peu près 3 millions de cancers, c'est-à-dire en gros 15% à la louche, parce que ça varie un peu selon les régions et selon les années, qui sont associés à des microbes. La plupart des cancers associés à des microbes, ce sont des cancers associés à des virus, à peu près la moitié, voire un peu plus. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 1 million de personnes, voire un peu plus, qui chaque année développent un cancer, souvent grave, qui sont associés à des virus. Mais ça varie énormément selon la région où on se trouve. Ça, c'est un point absolument fondamental. À comprendre la région du monde et l'altitude, parfois même. Exactement. Alors, si on prend l'exemple des pays dits développés ou occidentaux, que peuvent être, je sais pas, la France, les États-Unis, le Japon, on a en gros entre 3 et 5% de tous les cancers. En France, par exemple, il y a à peu près 450 000 cancers par an. On peut considérer qu'il y en a à peu près 3% en France qui sont liés directement à des virus. Par contre, si vous allez, par exemple, dans des régions un peu différentes, comme par exemple l'Afrique subsaharienne, on peut avoir jusqu'à 20, voire 30% de tous les cancers qui sont associés à des agents infectieux, dont des virus. Et si vous allez par exemple dans certaines régions de Chine ou en Inde, vous savez très bien que c'est une population mondiale extrêmement importante, eux deux, ça fait presque 2,8 milliards de personnes, donc c'est autre chose que certains petits pays, par exemple en Afrique ou dans d'autres régions. Et là, on peut avoir jusqu'à 30, voire 35% de tous les cancers qui sont liés à des virus. Et les cancers n'ont pas que des causes génétiques ou environnementales, ils peuvent aussi avoir des origines virales. On en parle ce matin avec mon invité Antoine Gessin. Vous publiez Microbes et cancers, les liaisons dangereuses aux éditions Odile Jacob. Est-ce que ça veut dire qu'on peut attraper le cancer ? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, je dirais plutôt non. Mais le cancer n'est pas quelque chose, une maladie transmissible. Par contre, les causes de certains cancers sont transmissibles, sont des agents infectieux. Donc un exemple tout à fait typique, c'est le cancer du foie et le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B, vous pouvez l'attraper par transfusion sanguine ou par exemple à l'occasion de tatouages. Maintenant, ça se fait plus dans nos régions, on fait bien attention. Mais aussi à l'occasion de contacts avec du sang. Ou par exemple les papillomavirus peuvent s'attraper par des contacts sexuels. C'est c'est le principal mode de transmission des papillomavirus. Donc, on peut considérer que ces agents infectieux sont transmissibles et ils sont à l'origine de cancer, mais on ne peut pas vraiment dire que les cancers... Non, mais je vous provoquais, j'ai bien compris. Mais on pourrait dire finalement, plutôt que j'ai développé un cancer, j'ai attrapé un cancer. C'est un raccourci un peu limite, si j'ose dire, pour un médecin et un scientifique, mais globalement, ce n'est pas complètement faux, car on attrape des agents infectieux qui peuvent être associés au cancer. Et quand on parle d'agents infectieux, on parle des microbes, et il y en a plusieurs catégories, les virus, les bactéries et les
parasite qu'on oublie très souvent. Absolument. Vous parliez des régions du monde, par exemple. Il y a une région du monde où il y a énormément de cancers, où il y avait énormément de cancers de la vessie. C'était l'Égypte. Et on s'est demandé pourquoi. Oui, ça c'est une histoire assez extraordinaire. Les cancers de la vessie dans le monde, c'est quelque chose qui est assez fréquent, qui est surtout dans le monde lié en particulier au tabac. Alors aujourd'hui, il y a une campagne d'ailleurs. Très importante. Une très belle émission il n'y a pas très longtemps justement qui parlait du cancer de la vessie, qui est un cancer pas du tout connu d'ailleurs. Voilà, qui n'est pas très bien connu, qui est cependant fréquent et qui est assez grave et qui en général dans nos sociétés est lié au tabac et à d'autres toxiques, on va dire, environnementaux ou des pesticides ou ce genre de choses. Mais dans certaines régions du monde, et en particulier en Égypte, il est lié, bien sûr aussi au tabac, parce qu'on fume aussi en Égypte, mais il est lié aussi à une infestation, on parle d'infestation pour un parasite, par un parasite qui s'appelle la bilharziose. Donc la bilharziose, c'est la maladie. Et c'est du nom justement de Thomas Billard, qui était un Allemand qui avait découvert dans les années 1850 à peu près, donc chez une personne qui avait d'ailleurs une pathologie urinaire, donc de la vessie, ce genre de vers. Et donc par la suite, des scientifiques et des médecins français, et puis après d'autres scientifiques en particulier américains, et dans d'autres régions du monde, ont bien montré que l'infestation chronique par des vers, ce genre de vers, en fait, dans le cycle, il y a différentes petites formes, et c'est ce qu'on appelle des cercaires. Ça vous rentre dans la peau, et ensuite ça peut migrer à l'intérieur de l'organisme, et ensuite ça peut aller se fixer en particulier dans la paroi de la vessie, et ça favorise une inflammation qui par la suite va donner un cancer de la vessie. Donc pour vous donner une idée, on peut considérer qu'il y a peut-être quelques pourcents de tous les cancers de la vessie dans le monde qui sont liés à la bilharziose, mais dans certaines régions, c'est beaucoup plus fréquent, comme en Égypte, où il y a à peu près, je crois, ça varie un peu, de l'ordre de 10 000 personnes qui, chaque année, ont ce type de tumeur, alors que chez nous, c'est beaucoup plus rare, bien sûr. Et pourquoi c'est important, d'un point de vue médical, de comprendre ça, par exemple Qu'est-ce que ça change dans la prévention et la prise en charge ? Alors, pour la bilharziose, il est évident qu'on attrape cette parasite en ayant les pieds dans l'eau, si j'ose dire, ça passe à travers la peau, et c'était donc autrefois l'effet là, donc les paysans, égyptiens, qui en actionnant des pompes pour alimenter et irriguer donc leur culture, avaient les pieds tout le temps dans l'eau. Donc ça a été montré il y a longtemps, bien entendu, c'est quelque chose de classique dans les livres de parasitologie. Et donc, moins on est en contact avec l'eau, moins bien sûr on attrape ce parasite, et moins on va développer ce type de cancer qui est en train de diminuer du fait de la prévention. Ça, c'est absolument fondamental. Il y a d'autres exemples de prévention dont on peut parler, mais c'est un peu différent. La connaissance, en fait, de l'agent infectieux comme étant responsable d'une tumeur, c'est absolument fondamental parce que ça a des actions au niveau du diagnostic. On sait par exemple bien faire le diagnostic de l'hépatite B associée au cancer du foie. On sait faire le diagnostic de l'HTLV, un autre virus associé à cette leucémie. Donc au niveau du diagnostic, c'est fondamental. Au niveau de la thérapeutique, ça peut être très important. Prenons l'exemple de l'hépatite C, un autre virus qui peut être associé au cancer du foie. Le virus de l'hépatite C, on n'a pas de vaccination, par contre on a une thérapeutique qui marche à 100% quasiment quand c'est bien fait. Donc on peut éliminer le virus de l'hépatite C dans les régions où on peut les traiter. Incroyable. On est en Égypte à l'instant, mais on va y retourner. Absolument. Parce que si aujourd'hui, on va dire, les prix du traitement de l'hépatite C ont baissé, on peut dire merci aux Égyptiens. En particulier parce que, à l'occasion justement, c'est un peu particulier, mais des grandes campagnes de traitement de la bilharziose, c'est-à-dire ce parasite, on a favorisé malheureusement la transmission de l'hépatite C à l'occasion des piqûres, donc qui étaient faites pour la thérapeutique de la bilharziose. Donc vous voyez déjà le lien, même si c'est deux virus qui ne donnent pas du tout le même cancer. Donc on a inoculé malheureusement, comme dans d'autres régions du monde, avant qu'on ait de seringues qui soient totalement inoffensives, décontaminées, donc c'était dans les années, 60, 70 et un peu auparavant, on a disséminé le virus dans une population égyptienne non négligeable. Ça a été fait dans d'autres régions dans le monde, malheureusement. Et par la suite, ça a favorisé une infection par le virus de l'hépatite C qui, au niveau chronique, a favorisé par la suite le développement d'hépatocarcinome, c'est-à-dire de cancer du foie. Donc on voit toute cette histoire, mais en gros, c'est cette inoculation tout à fait fortuite et malheureuse et catastrophique, même dans le cadre des campagnes de l'OMS, qui a favorisé ce genre de choses. Par contre, maintenant, on peut, grâce à la pression très forte qui a été faite
faite en particulier par le gouvernement égyptien et d'autres régions du monde. On a fait diminuer extrêmement le prix de la thérapeutique pour l'hépatite C, et pour quelques centaines d'euros, on peut vous éliminer complètement le virus de l'hépatite C. On est guéri. Ça, c'est en Égypte. Ça, c'est en Égypte. Par France, contre, dans nos sociétés, ça reste beaucoup plus cher. Alors, on ne sait pas ce que ça coûte parce que c'est pas gratuit, mais c'est pris en charge par l'assurance maladie. Donc, les gens n'ont pas vraiment toujours une idée de ce que ça coûte, la prise en charge du traitement pour l'hépatite C, mais on ne doit pas être loin de 100 000 euros. Oui, disons, on est au moins 100 fois plus qu'en Égypte. 100 à 1000 fois plus qu'en Égypte, probablement. Et c'est en train de diminuer, mais néanmoins, c'est pris en charge par l'assurance maladie et la sécurité sociale, bien sûr. Alors, le cancer du foie, on parlait de l'hépatite C, un deuxième des virus responsables d'un cancer du foie. Vous vous étonnez de l'augmentation du nombre de cancers du foie en France. Qu'est-ce que vous lui donnez comme explication ? Alors ça, c'est une très bonne question, si j'ose dire, parce que le cancer du foie, je vous ai dit qu'il était associé entre autres au virus de l'hépatite B et de l'hépatite C, parce qu'on parle des agents infectieux et des cancers. Donc ce sont les deux qui sont associés au cancer du foie. C'est les deux virus qui sont associés au cancer du foie. Bon. Néanmoins, dans les causes du cancer du foie, on sait tous que, par exemple, l'alcool favorise des cirrhoses qui favorisent le cancer du foie. Il y a aussi d'autres phénomènes, ça peut être des agents, toxiques, environnementaux, mais ça peut être aussi l'obésité de façon générale et ce qu'on appelle la stéatose, le fait d'avoir trop de graisse dans le foie, est quelque chose qui favorise à moyen long terme le processus de cancérisation du foie. La maladie du foie gras, aujourd'hui on appelle ça. Si j'ose dire, voilà. Mais qu'est-ce qui fait donc justement que ça augmente ? Ce qui est important, pour vous donner une idée, il y avait à peu près quelques milliers de cancers du foie il y a une vingtaine d'années en France. Il y en a actuellement pas loin de 10 000 par an, si je me souviens bien. Et cette augmentation, elle est liée avant tout, en particulier, à l'obésité et à la stéatose. Et par exemple, si on prend la Chine était un exemple où il y avait énormément de cancers du foie, parce qu'il y avait beaucoup d'hépatite B. Chine, 1,5 milliard d'habitants, donc vous pouvez voir un petit peu le nombre de cancers que ça pouvait donner. Progressivement, on a vacciné contre l'hépatite B. On est en train de faire diminuer la part de l'hépatocarcinome qui est liée à l'hépatite B. Par contre, on assiste à ce qu'on appelle la transition épidémiologique. La transition épidémiologique, c'est le passage d'une société où on avait beaucoup de maladies infectieuses à une société où on a plutôt des maladies de surcharge ou des maladies environnementales. Et donc, on a un switch progressif des causes différentes d'hépatocarcinome. Et il faut bien comprendre que donc, la prévalence et l'incidence, le nombre de cas de nouveaux cancers, est un processus assez dynamique qui peut évoluer au fur et à mesure en fonction de la modification des facteurs de risque. Et ça, c'est quand même très important. Et c'est un très bel exemple avec le cancer du foie, malheureusement, qui a tendance à augmenter du fait de l'augmentation de la taille et du poids des gens de façon générale. Et ça va pas s'arrêter là. Non, et on parle d'épidémie d'obésité aujourd'hui. Absolument, et on peut considérer que par exemple dans des régions comme disons les pays d'Afrique subsaharienne, où globalement on avait avant tout une situation de maladie infectieuse transmissible pour beaucoup de personnes infectées par de nombreux agents infectieux, progressivement, on arrive vers une société qui ressemble plus à nos sociétés occidentales. Et donc, il y a un switch complet du type de maladie. Cette transition épidémiologique, c'est quelque chose que les gens n'apprécient pas encore très bien, sauf, je dirais, les épidémiologistes ou les gens qui s'intéressent à la globalisation dans le monde en comparant les différents pays. Mais il est certain que c'est en train de changer et ça va beaucoup modifier, disons, l'incidence et la prévalence des maladies. À noter que la thérapeutique pour l'hépatite B ne fonctionne pas, il y a un vaccin, mais que ça fonctionne très bien pour l'hépatite C. Absolument. Alors, pour pouvoir mettre au point des médicaments, on l'a vu très bien avec le paradigme du VIH, quand on commence à bien connaître le cycle viral, quand on sait exactement ce qui se passe au niveau de la biologie du virus, on a plein de cibles thérapeutiques potentielles sur différents enzymes. Pour le VIH, globalement, ça marche quand même très bien. Si on est pas mal pris en charge, on peut quasiment, non pas être guéri complètement de l'infection, on n'élimine pas le VIH, mais on peut vivre
je dirais presque normalement. Il y a peut-être 1 ou 2 cas dans le monde où on a dit que la personne était guérie récemment. Lors de greffes. Oui. En fait, on vous change tout votre système hématopoïétique dans des greffes pour des leucémies. Il y a eu quelques cas où les gens, a priori, n'ont plus de virus. Bon. En ce qui concerne donc le VIH, je vous ai dit, les molécules marchent bien. Il y a de la thérapeutique qui est de qualité. En ce qui concerne l'hépatite B et l'hépatite C, on connaît bien les cycles viraux qui sont bien différents. C'est des virus très différents. Pour l'hépatite C, on a des molécules extrêmement ciblées qui permettent de guérir, on l'a vu tout à l'heure, en particulier comme ce dont on a parlé. Depuis les années 2010, en gros. En gros, il y a depuis une dizaine d'années, on soigne. Ça a vraiment été une révolution dans ce domaine-là. Hein. C'était quand même catastrophique avant, et en plus, ça ne coûte pas trop cher dans beaucoup de pays du monde. Par contre, pour l'hépatite B, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, et actuellement, il n'y a pas vraiment de thérapeutique qui marche bien, en tout cas, absolument pas au même niveau que ce que l'on a par rapport à l'hépatite C. Par contre, on a une vaccination qui marche très bien. Alors, la spécialité de mon invité Antoine Gessin, ça ne s'invente pas. Alors, vous êtes professeur à l'Institut Pasteur, mais vous êtes spécialiste dans la relation entre certains virus et des tumeurs, en particulier des cancers du sang et de la peau, ainsi que leur distribution géographique dans le monde. Et vous racontez tout ça dans un livre qui s'appelle « Microbes et cancers, les liaisons dangereuses » aux éditions Odile Jacob. Donc je disais tout à l'heure que je vous emmène avec vous sur la côte ouest de l'Australie. Et figurez-vous que jusqu'en 1983, on pensait que l'estomac était un organe stérile. Pourquoi est-ce qu'on avait tout à fait tort ? Alors on pensait que l'estomac, c'est une très belle histoire, c'est vrai, était un organe stérile du fait en particulier de l'acidité gastrique. Et en fait, dans les années 1980, un petit peu avant, on n'avait pas vraiment beaucoup accès à des biopsies comme on le fait actuellement de l'estomac. Vous savez, maintenant, si vous allez voir votre gastro-entérologue, vous avez mal à l'estomac, vous avez une gastrite ou un ulcère, on fait une fibroscopie, on va voir directement, on prend un petit morceau, une petite biopsie, on regarde au microscope. À l'époque, c'était plus compliqué, on n'avait pas ce type d'outils, et les fragments qu'on avait, si j'ose dire, pour les médecins et les anatomopathologistes, ceux qui font les diagnostics, c'était souvent des morceaux de moindre qualité, des petites biopsies qui n'étaient pas vraiment très exploitables. Et dans les années donc 79-80, Robin Warren et notre ami Marshall, qui était l'un anatomopathologiste et l'autre plutôt un jeune médecin interne, plutôt interniste de façon générale et gastro-entérologue. À Perth, complètement donc à l'ouest et en bas de l'Australie. Vous savez, Perth est une des villes les plus éloignées de toutes les autres villes au monde. C'est voilà. sur le Pacifique. Hein. Exactement, c'est à plusieurs milliers de kilomètres d'autres grandes villes. C'est comme si on était sur une île, hein, en quelque sorte. Et donc, Robin Warren a, en étudiant donc une biopsie d'un petit fragment d'un malade qui avait une gastrite, quand on a mal à l'estomac, on parle de gastrite, il a vu en fait dans la paroi de la muqueuse, donc la paroi interne de l'estomac, de ce tout petit morceau microscopique, qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à des bactéries, des petites bactéries. Alors il s'est posé la question, au début il s'est dit je me suis peut-être trompé, il a mis des colorations un peu particulières, argentiques en particulier, pour essayer de mieux voir ce qui se passait, et lui il a vu qu'il y avait des bactéries, il n'y avait pas à discuter, c'était des bactéries, il regardait ça sous son microscope, il avait l'habitude de voir non pas ce type de bactéries dans l'estomac, mais les bactéries de façon générale. Et puis donc il a montré ça à ses collègues, tout le monde a un peu rigolé, on s'est dit oui mais l'estomac c'est stérile, il n'y a rien du tout dedans, il n'y a en tout cas pas de bactéries, et puis donc il faut recommencer. Donc il s'est accroché. Et puis il a étudié donc des dizaines de cas. Il a comparé avec des estomacs normaux, avec des petites biopsies qui étaient faites dans d'autres cas, et il s'est aperçu que quand on avait une gastrite ou un ulcère, on avait des bactéries de façon non négligeable, et de l'autre côté, on n'avait pas grand-chose, ou rien du tout. Jusqu'à cette époque-là, on disait l'ulcère, c'est la maladie de ceux qui travaillent trop du ciboulot, quoi. Voilà, le stress, en particulier. Quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était ça. Hein. On vous donnait un verre de lait. Voilà, du tagamètre, un verre de lait, et tout allait mieux. En fait, il fallait plutôt prendre certains antibiotiques, et on était quasiment guéri. Mais on ne le savait pas. On ne le savait pas du tout. Et puis donc, après, ils ont essayé de voir au niveau, sur des populations plus importantes, et pour cela, il lui fallait donc un autre médecin qui était un jeune interne en gastro-entérologie qui faisait donc son mémoire en quelque sorte d'internat, et son patron lui a dit va voir notre ami Anapat, je suis sûr qu'il a quelque chose d'intéressant pour toi. Et donc ils ont commencé à étudier ça a duré 2-3 ans, et sont aperçus que dans la quasi-totalité des cas de gastrite, voire d'ulcère, il y avait donc un certain nombre de bactéries. Ils ont essayé de cultiver ces bactéries, ça n'a pas très bien marché au départ, et c'est vraiment la sérendipity parce qu'ils ont mis ces bactéries
potentiels, ces morceaux d'estomac, ces petits morceaux d'estomac à pousser. Et pendant des mois et des mois, ça ne donnait absolument rien parce qu'au bout de 2-3 jours, les techniciens qui s'occupaient de ça, en fait, jetaient ça parce qu'en général, au bout de 2 jours, il n'y avait rien qui poussait. Et puis, il y a eu le week-end de Pâques, je ne sais plus si c'était en 82 ou 80-82, ils sont aperçus qu'en laissant 3-4 jours les bactéries pousser potentiellement, ils voyaient apparaître, ils ne savaient pas qu'il y avait des bactéries au départ, ils voyaient apparaître des petits foyers de bactéries. Le bactériologiste qui voyait ça au début ne l'a pas cru, il a attendu 2-3 fois, puis après il a téléphoné donc, à nos deux compères australiens qui travaillaient dans le bâtiment d'à côté, il leur a dit vous devriez venir voir parce que dans toutes vos biopsies de l'estomac, il y a des bactéries. Et ces bactéries, en fait, étaient de nouvelles bactéries qu'on ne connaissait pas. Ça s'appelle Helicobacter pylori, parce que c'était dans le pylore. Et c'était aujourd'hui, maintenant, c'est une star, l'Helicobacter pylori. Mais à l'époque... C'était complètement inconnu. Et donc, globalement, par la suite, il y a aussi une autre histoire assez incroyable, c'est que les gens étaient très dubitatifs. Ils ne croyaient pas vraiment qu'il y avait ces bactéries. Ils ne pensaient pas, en plus, qu'il y avait un lien avec l'ulcère. Et donc, pour essayer de démontrer ça formellement... celui qui était Marshall, le gastro-entérologue, a expérimenté sur lui-même en fait. Ah, parce que ça n'avait pas marché sur les cochons. Exactement. Il avait voulu expérimenter sur les cochons, qui est quand même très proche de l'homme, voilà, et ça prenait pas sur les cochons. Et en plus, ce type de bactérie qu'on connaissait pas bien marchait bien chez les cochons, si j'ose dire, c'est-à-dire que ça pouvait reproduire un certain nombre d'infections. Et donc il s'est dit, écoutez, moi je vais essayer de répondre à ce qu'on appelle le postulat de Koch, c'est-à-dire le lien de causalité. Et il a avalé, en fait, je crois que j'ai un petit chapitre qui s'appelle Rien de tel qu'un bon bol de bactéries au petit déjeuner. Vous racontez qu'il décide de devenir cobaye. Exactement, voilà. Son propre cobaye. Ouais. Il a pris donc une bactérie qu'il avait isolée d'un malade dans sa série de malades qu'il suivait, qui avait donc une gastrite. Il savait quand même qu'on avait des antibiotiques qui pouvaient marcher contre ça parce qu'il ne voulait pas non plus être un cobaye et qui ait une maladie grave éventuellement, surtout qu'on ne puisse pas traiter. Et donc il a avalé ça, et en gros, pour résumer la situation, avant il s'est fait faire une fibroscopie, on a vu que son estomac était normal, et en gros 10 jours, 2 semaines après, on s'est aperçu qu'il y avait une gastrite, il commençait à avoir mal au ventre, il a commencé à vomir, qu'il y avait une gastrite en anatomopathologie, il a pu réisoler donc les bactéries qu'il avait avalées, c'était les mêmes que celles bien sûr qu'il avait avalées qui venaient du patient avant, et il a pris les antibiotiques, il a été traité, et donc ça a démontré formellement que l'inoculation ou l'ingestion de ce type de bactéries provoquait une gastrite. Alors ça a été publié, et puis après il y a plein de gens qui ont découvert exactement la même chose, en particulier des Anglais qui l'ont aidé dans son travail. Alors qu'au départ, ils étaient tricards. Ça a été, même au congrès, ça a été terrible, les abstracts, les résumés étaient refusés. On refusait les publications. Pendant à peu près 2 ans, ça a été très compliqué. Alors, comment le lien entre finalement le cancer de l'estomac et l'Helicobacter pylori va-t-il se faire ? Alors, d'abord, les gens se sont aperçus, parce que là, on était dans les gastrites et les ulcères. Oui, voilà, c'était ça. Donc, on n'était pas encore dans le cancer. Alors là, c'est un peu le même genre de choses. Les gens, tout de suite, les gens qui travaillaient là-dessus, les médecins et les scientifiques, se sont dit, bon, il y a peut-être un lien entre gastrite et ulcère, c'était un peu connu, et cancer, donc pourquoi pas suivre cette histoire étiologique. Et ils se sont aperçus en étudiant des études prospectives, comme je vous l'ai dit, épidémiologiques à long terme, et puis en faisant ce qu'on appelle des cas contrôles. Ils ont comparé des cancers de l'estomac versus des gens qui avaient des cancers d'autre chose ou pas des cancers de l'estomac, et ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup plus de ce type potentiel de bactéries, et surtout avec des suivis épidémiologiques. Et donc ça a quand même modifié beaucoup ce paradigme, et actuellement, on peut considérer que dans certaines régions du monde, les modifications à la fois socio-culturelles, d'alimentation et la prise de certains antibiotiques peuvent faire diminuer de façon non négligeable les gastrites, les ulcères, qui font le lit du cancer de l'estomac. Donc c'est un cancer qui reste grave, qui est lié aussi, il y a des cofacteurs dont on parlait tout à l'heure, le tabac, l'alimentation très salée par exemple. Donc c'est un cancer qui se voit plutôt en Asie, qui a tendance aussi à diminuer progressivement du fait des modifications socio-économiques et socio-culturelles des pays et de l'alimentation. Bon, il y a combien de Nobel dans votre livre ? Alors, à vrai dire, je n'ai pas compté comme ça, mais il y a eu l'hépatite B, l'hépatite C, et puis Helicobacter pylori, donc comme ils étaient 2 voire 3 à chaque fois, ça doit faire 6 ou 8, quelque chose comme ça. Voilà.
Donc c'était quand même quelque chose de très important. Et ce qui est important, c'est que d'ailleurs les gens qui souvent ont eu le prix Nobel, c'est quand ils ont fait de très belles découvertes, mais quand il y avait des applications potentielles. Par exemple la vaccination ou la thérapeutique. Pour l'hépatite B et pour l'hépatite C, ça a beaucoup joué certainement. Et certaines autres personnes ont fait des découvertes importantes, ne l'ont pas eu, mais bon, c'est un peu la loi un peu du hasard et de la compétition scientifique. Alors il y a un cancer qui fait parler beaucoup de lui depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle le cancer de l'oropharynx. Oui, alors le cancer de l'oropharynx, c'est un peu particulier. Donc alors dans le cancer de l'oropharynx, il y a plusieurs types de cancers, mais en ce qui nous concerne, le cancer des amygdales en particulier est lié très probablement, pour une grande partie, à une infection par des papillomavirus. Alors là, vous dites très probablement. Ouais. Alors, il faut montrer le lien de causalité, mais on en est quasiment sûr actuellement. Ce qu'on a vu, on sait d'abord, pour résumer, que les papillomavirus, ça donne le cancer du col de l'utérus. Ça, c'est fondamental, c'est un des cancers les plus fréquents, un des cancers importants donc chez la femme. Ce qu'on sait, c'est que depuis, on va dire, 20-30 ans, il y a une augmentation non négligeable du nombre de cancers de l'amygdale, qui fait partie de tous les cancers de l'oropharynx, qui pouvaient être liés avant à l'alcool, au tabac, il y a d'autres choses. Et on s'est aperçu, dans une population assez ciblée, il y avait une augmentation non négligeable. Et ces cancers sont liés, on le sait maintenant, de façon étiologique causale, non pas probablement, mais maintenant c'est bien démontré. En particulier, ça a été très bien démontré par des grandes enquêtes dans le nord de l'Europe et aux États-Unis, sont liés à des papillomavirus qui sont les mêmes papillomavirus que l'on trouve au niveau du cancer du col, parce qu'il y a des centaines de papillomavirus et il y a des sous-types, des génotypes particuliers qui sont associés à ça. Et ça, c'est très probablement lié aux modifications socioculturelles, à l'apparition des pratiques, je dirais, sexuelles, le sexe oral en particulier, qui a favorisé ce genre de choses. Alors, heureusement, les cancers de l'oropharynx liés au papillomavirus sont relativement moins graves que ceux qui ne sont pas associés à ce type de virus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour la thérapeutique. Bien, allez, la suite est dans votre livre. Ça s'appelle « Microbes et cancer, les liaisons dangereuses » aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui distribuent nos programmes. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.